ménagères beaucoup plus chères parce que les déchets à Cabourg des touristes, il va falloir nous les payer. Je conçois qu'il faut augmenter, que le taux, j'ai pas de problème là-dessus, je comprends qu'il faut absolument remettre un budget à zéro. Ça, je le comprends bien. Donc ça, c'est aussi, j'aimerais avoir des informations à ce niveau-là, qu'on me réponde ce que Cabourg, par exemple, envisage ou propose pour trouver des solutions. Et puis, je voudrais aussi dire que si on augmente cette taxe d'ordures ménagères, on va se retrouver avec un équilibre effectivement normal, et puis on va dire allez hop, c'est bon, on repart avec un budget à l'équilibre, et puis on continue comme ça. Donc j'aimerais aussi savoir ce que le vice-président des ordures ménagères propose cette année sur 2023 comme économie, à peu près le montant que ça peut qui peut être prévu, parce que si ça fait déjà 2 ans qu'on sait qu'on est en déficit, je suppose qu'il y a eu un peu de réflexion, mais qu'on ne nous dise pas il y a des pistes, ou qu'on ne nous dise pas on fait encore une énième enquête, etc. Parce que alors des études, on en a, ça fait sur NCPA, je ne sais pas combien d'études, alors même si elles sont largement subventionnées, mais enfin, on est, comme beaucoup peut-être d'autres intercoms, les rois des études, mais on peut aussi se dire, on va faire un peu d'économie, même si c'est peu, mais un peu d'économie, et donnez-nous des chiffres aussi sur cette année, des économies qui vont être faites. Et effectivement, on pourrait peut-être expliquer à nos administrés que, il faut qu'on augmente de temps la taxe d'ordures ménagères, mais je pense que ça passerait mieux, parce qu'effectivement, la personne lambda aujourd'hui, nous compris, on nous augmente tout. On va chez le boulanger chercher le pain, ça augmente, l'électricité ça augmente, tout augmente. Donc il faut aussi qu'on explique aux gens pourquoi on augmente et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pas des oui, on étudie et tout. Non, il nous faut du concret. Aujourd'hui, je pense que les gens attendent du concret. Voilà, merci. Juste avant de donner la parole à Patrice Germain, Emmanuel Porte pour la réponse, simplement parce que moi j'essaye d'être un peu de redire, Lionel, un certain nombre de choses. Si jamais l'augmentation avait lieu, elle ne ferait que ramener ta commune, comme toutes les communes du secteur 2, au taux initial qui était le vôtre il y a 5 ans. C'est ça, ni plus ni point. Vous reviendriez au taux qui était le vôtre il y a 5 ans, après avoir bénéficié, même un peu en dessous. Voilà, bon, oui. Non, mais voilà, c'est pas simplement parce que il faut redire les choses. Et je répète, s'agissant des efforts même, et je vais laisser Patrice après, que 70%, ça dépend pas de nous. Quand l'État passe la TGAP de 3 € à 13 €, 10 € la tonne, qu'on a 12 500 tonnes, ça fait 125 000 €. Enfin, voilà, donc ça, c'est en plus, on n'y peut rien, véritablement. Si ce n'est que nous, on collecte l'argent et on le reverse à l'État. Donc... Alors, Lionel, ensuite Lionel, Emmanuel, Patrice et Roland. Il y a une petite chose qui m'interroge. Alors, quand on est rentré à NCPA, avant on était, nous, cabaleurs, on avait des services, on avait l'enlèvement des déchets verts, des encombrants, et on n'avait jamais de problème de budget. Où est-ce que tu as vu l'enlèvement des déchets verts à Cabalor? Jamais. Jamais, Lionel. Non, mais on mettait des bennes dans nos communes. Ah, il y avait peut-être quelques, mais... on avait tous une benne, moi je me rappelle. Non. Enfin, je crois pas. Il y a eu une tentative, et je me rappelle qu'on arrêtait à Bavant, on avait retrouvé des vélos, des choses dedans. Oui, on retrouvait des choses. Il y a eu quelques tentatives, mais c'était pas un service répondant. Mais enfin, on a tout modernisé, on a investi, là on a un gros déficit, l'année prochaine on aura le double, et je suis pas sûr que même si on augmente la tome, on y arrivera. Mais il y a quelque part, il y a quelque chose qui va pas, mais où, je sais pas, mais
Et quand on parle des sacs jaunes, je pense que les sacs jaunes, c'est ce qui marche le mieux. C'est plus dans les sacs gris ou noirs qu'il y a un problème, parce que moi j'ai plusieurs locataires et je vois bien des fois dans les sacs, il y a des bouteilles, il y a de tout. On ne voit pas ce qu'il y a dedans, donc on met tout dedans. Et puis il y a tous ceux qui passent en voiture, qui mettent aussi dans les grandes poubelles, n'importe où. Et pour revenir aussi sur Emmanuel, les villes côtières, moi, on est plusieurs à aller au restaurant l'été, on ne peut pas laisser les ordures des poissons, les moules et tout sur toutes les villes qui ont des restaurants, c'est pas possible. Ça fait une mauvaise image de marque de notre communauté de communes. Et il faudrait aussi des containers pour toutes les résidences secondaires qui partent et qu'il n'y a pas de ramassage le jour où ils partent, et qui laissent ça sur le bord du trottoir, et c'est éventré, c'est les chiens, c'est les goélands. Il faudrait qu'ils puissent mettre ça à sortie de ville, on met ça dans... Bon, il y aurait tout aussi, mais au moins ça ne traînerait pas dans les rues. Voilà, c'est tout. Alors, Olivier Collin, j'avais oublié, qui a demandé la parole tout à l'heure, et tout ça, on revient. Merci Olivier. Moi j'ai envie de vous dire, eh ben ça y est, on a notre premier gros problème. Il est bien là. L'année dernière, avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté, Olivier Hommol nous avait prévenus. Il nous avait dit exactement qu'on allait au mur, et bien on y est. Alors, pour ma part, il y a une chose sur laquelle je n'irai jamais. Et je le dis bien fort parce qu'on en a parlé, parce que l'État souhaite cela. On n'ira pas pour la ville de Houlgate sur la taxe incitative. C'est contrairement à toutes mes idées philosophiques. Nous sommes sur un territoire qu'a particulièrement bien vanté Emmanuel. Nous sommes un territoire qui est, même pour le rétro-littoral, touristique. À partir du moment où vous avez l'incitatif, ça veut dire que c'est notre population principale sédentaire qui va payer pour des résidences secondaires qui viendront à peine et qui ne paieront plus quasiment rien. Donc moi, je vous dis là, c'est mon point dur sur lequel, pour Houlgate, ça ne sera jamais. Après, j'avais juste envie de vous rappeler, on a le président avec beaucoup de pudeur à survoler. Mais allons, soyons honnêtes, pour ceux qui étaient là et qui étaient à la manœuvre, de par la CCED, de la déchetterie. Nous payons aujourd'hui une déchetterie, comme a dit le président, hyper luxe. J'avais prévu, moi, en 2015, dans le budget, 2 millions d'euros pour la déchetterie. Et ils étaient provisionnés. Nous avons eu une déchetterie, et Pierre Mouraret était aux finances, à 5,4 millions d'euros. Donc l'erreur, cherchez déjà, une partie de l'erreur, elle est là. Non. Non, j'étais pas président, moi. Je n'ai pas signé. Non, mais je l'ai été. J'ai rétabli le budget des ordures ménagères et j'ai laissé, avec les chiffres, je peux te le prouver, 2 millions pour financer. Nous avons collectivement élus décidé d'avoir cette déchetterie. Cette déchetterie, elle apporte un certain nombre de services. Maintenant, soyons très clairs, il va falloir l'assumer. Le point aussi sur lequel je voudrais revenir, vous avez tous indirectement raison. C'est vrai quand on dit qu'on n'en peut plus des impôts, et je suis le premier à le dire. Mais soyons très clairs, quand il vous manque 1 million, il faut bien trouver la solution. Après, j'ai juste envie aussi de vous redire, j'avais un budget, 55 millions de travaux à faire. Pour l'assainissement, on peut me dire que moi, j'ai une CAFNet tip-top, j'ai de l'épargne nette, et pourquoi pas venir me piquer mon pognon. Et c'est pas comme ça qu'on fait. Sur chaque budget, aujourd'hui, il nous faut avoir, j'allais dire, les idées pour réduire les dépenses, pas les services. Moi, permettez-moi de défendre quand même ce service. La qualité de service, je n'attaque pas les hommes et les femmes qui le font, elles le font toujours avec la même volonté. Mais derrière, on a peut-être une population qui est peut-être pas terrible. Alors, on a aussi un problème de structure. Soyons très clairs. Eh bien, Bénédicte nous a quittés. On n'a plus de chef. Donc, on commence déjà par se recruter un bon chef, on se met en ligne sur ce que l'on veut faire ensemble pour répondre à Nadia,
Et soyons très clairs, une fois qu'on a le chef, qu'on sait ce qu'on va faire, on se dit qu'on dépensera pour avoir le service qu'on souhaite. Et puis la dernière chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est qu'il faut peut-être, excusez-moi, je vous entends tous dire oui, il y a des incivilités. Mais c'est comme exactement comme pour la GEMAPI. Droit, devoir de nos concitoyens et pouvoir de police derrière. Et il faut oser le dire. Moi, je trouve, j'ai le souvenir, si vous voulez, extraordinaire. Et tout à l'heure, Pierre l'a dit, j'ai été président jusqu'en 2015. Je me souviendrai toujours de quelqu'un qui avait déposé des grilles en fer forgé devant la déchetterie. Et il revient me voir le lundi matin. Pourquoi? Parce qu'il est passé, il y avait une estafette de police de gendarmerie qui était en même temps que lui et qui lui avait connu une prune, 750 €. Et donc il me dit, si vous dites quelque chose, on vous la retirera. J'ai refusé de le faire. Parce que si la camionnette n'était pas passée avec les gendarmes, je vous dis tout de suite que c'est nos troupes qui auraient fait le job. Et c'est là, à un moment donné, où il faut avoir tous ensemble la même vision du droit-devoir, pas vu, pas pris, pas cher, et si je te chope, eh ben, je suis désolé, c'est toi qui payes. Parce que je pense aussi qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. Et je le dis bien fort, c'est aujourd'hui quelque chose où nous devons être solidaires les uns des autres. Il ne faut pas nous opposer les uns aux autres. Et il l'a très bien dit, Emmanuel, par rapport au tourisme, mais tout ce qui a été fait dans la création de cette interco, de 3 intercos différentes, c'était d'être solidaires les uns des autres. Aujourd'hui, soyons très clairs, je travaille sur le fait que ceux qui, au 11e plan, vont toucher sur l'assainissement non collectif des primes de l'agence de l'eau, et nous avons 3 communes qui ne l'auront pas. Je travaille un maximum là-dessus. Et je vous promets qu'on va y arriver. On est solidaires les uns des autres. Et soyons aussi lucides que sur le fait que de cette problématique, on va en grandir et on va se resserrer les uns les autres, mais surtout pas s'opposer. On ne va pas commencer à dire moi je ne veux pas ça et tu t'en rends compte. C'est le seul et unique message que je voulais vous passer. Il nous faut un chef très très vite, Olivier, très très vite. Un chef qui tienne la barque, et puis derrière, il va falloir se mettre en ligne. Et puis, c'est vrai, on a besoin de services, notre population veut des services. Donc, il faudra faire en sorte que ceux qui nous font surpayer parce qu'ils sont, excusez-moi, entre guillemets, très incivils, c'est eux qui manqueront. Merci, Monsieur le Président. Chère Nadia Blin, je pense que les Goustran-Villers ne paieront pas demain le service à Cabourg comme ils ne l'ont jamais payé hier. Car je pense que ce sont les Cabourgais qui payent le service des Goustran-Villers. Non, j'entends bien. Et j'allais y venir. Cabourg, dit Vulgate, c'est 85% des ressources du budget. 85%. Et pendant ces dernières années, le taux, on l'a dit tout de suite, a baissé à Goustranville de 12,45 à 9,45, pendant que le taux sur la côte restait stable. Et c'est grâce à nos effectifs, c'est grâce à nos bases que, Madame Blin, vous avez pu alimenter 60 familles de plus sur votre commune, par exemple. Donc, c'est l'inverse. Comment demain je vais expliquer à nouveau aux Cabourgais que je paye pour Goustranville? Mais je le fais avec bonheur, avec solidarité, parce qu'on est ensemble sur ce territoire et nous formons communauté de communes avec de grands bonheurs. Madame Blin, Cabourg n'a pas attendu cette crise pour travailler sur les ordures ménagères. Cabourg est doté depuis très longtemps d'un service communication performant qui travaille eux-mêmes en autarcie sur justement ce que vous appelez de vos vœux. Elle a la chance d'avoir les moyens de pouvoir produire plusieurs flyers par an, de pouvoir, grâce à sa PM, boiter, même aller faire des frappes chirurgicales par la police municipale sur telle ou telle incivilité. Elle a la chance d'avoir les ressources, oui, de se payer 20 à 30 ambassadeurs de plage pendant les saisons estivales, qui expliquent, qui
collectent, qui demandent, qui donnent des conseils auprès, évidemment, des habitants, mais aussi des estivants et des touristes de passage. Alors, des propositions, j'en ai plein, mais malheureusement, aujourd'hui, elles sont légalement impossibles. Mais il n'est pas complètement dénué de sens que le prélèvement de taxes de séjour qui augmente avec la fréquentation puisse un jour aussi participer aux charges inhérentes à cette attractivité et à cette manne touristique. Nous en sommes conscients. Mais aujourd'hui, les taxes de séjour sont dévolues à la promotion touristique, point final. Je rajouterai une dernière chose. Cabourg, comme Oulgat, comme la plupart à Dives, eh bien, tout ce qui est commerce, restaurant, grandes infrastructures touristiques ne sont plus dans ce budget au niveau de la TOM. Ils ont une redevance spéciale. Les pollueurs sont les payeurs. Et Dieu sait s'ils y contribuent. Donc, pour toutes ces raisons, eh bien, Madame Blin, ne vous faites pas de soucis. J'irai avec vous expliquer aux Goustranvillaises et aux Goustranvillais qu'ils ne payent pas pour Cabourg. Oui, merci, Monsieur le Président. Je viens d'avoir un petit peu une réponse quand même à ma question, parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a de plus en plus de gens de passage sur notre territoire et des gens qui ne payent pas forcément leurs taxes. Ils payent une taxe de séjour, mais ils ne payent pas les taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Est-ce que les gîtes ont une taxe spécifique pour leurs gîtes de taxes d'ordures ménagères, alors qu'il devrait y en avoir une? Parce qu'effectivement, dans les gîtes, mais dans les Airbnb, dans toutes ces locations qui sont temporaires, il n'y a aucune taxe. Et à mon avis, ce sont particulièrement ces gens qui sont de passage sur une journée, 2 jours, 3 jours, et qui nous mettent tout dans les sacs jaunes ou dans les sacs, que ce soit le verre ou que ce soit les ordures ménagères. Donc effectivement, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait effectivement une participation de ce côté-là pour que ça puisse, peut-être pas équilibrer, mais au moins qu'ils prennent en charge leurs dépenses. Est-ce qu'il faudrait augmenter la taxe de séjour? Peut-être, pourquoi pas, à condition qu'on puisse en récupérer une partie. Peut-être qu'il faut qu'on intervienne au niveau de nos députés et peut-être revoir la législation en vigueur, parce que ce n'est pas normal que ces gens-là, effectivement, nous mettent n'importe quoi et ne payent pas. Donc voilà, c'était ce que je souhaitais ajouter. Ok, Roland, mon problème, c'est de régler un budget 2023 dans les médias. Et le législateur, on va lui dire. Oui, la déchetterie ouverte le dimanche matin coûte 7 700 €. Moi, je vous ai déjà trouvé une petite somme. Il faut fermer la déchetterie le dimanche matin. Et au nombre de conseillers communautaires que nous sommes, si tout le monde trouve une solution comme ça, la dette, il n'y en a plus. Écoutez, on avait mis ça comme mesure alternative parce qu'il y avait moins de ramassage et que les sacs étaient devenus payants. Vous savez, il y a autant de situations et autant de visions qu'il y a de communes ici. C'est ça la réalité. Hein. Moi, je vous l'ai déjà dit et je ne donne pas l'exemple de Cabalore je donne pas Cabalore en exemple, mais Cabalore, on n'avait ni ramassage de déchets verts, ni ramassage d'ameublement, enfin d'encombrants. Et ça se passait très bien. Et j'allais dire, pour nous, c'est un non-sujet. Il y en a d'autres où je vois que c'est un sujet parce que l'habitude est prise. C'est comme ça. Donc voilà. Aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est qu'en toute honnêteté, on fera pas 300 000 € d'économie. Il y a 2,7 millions de collecte. C'est que là-dessus qu'on peut agir. 2,7 millions de collecte. Si on réduit, si on fait 5%, vous savez, c'est énorme sur un budget comme celui-là, ben voilà, vous voyez ce que ça va
voyez ce que ça va représenter, ça va s'arrêter assez rapidement. Le reste des sommes, sauf à ce que effectivement les particuliers, chacun fasse des efforts et réduisent sensiblement ses apports, mais pour l'instant, j'allais dire, et pas que nous, enfin, même s'il y en a d'autres qui sont meilleurs que nous, on voit bien que d'une année sur l'autre, eux aussi sont comme nous. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute une partie on retrouve quand même, je ne sais plus combien de kilos de verre, de bouteilles de verre dans les poubelles grises, combien de plastique, de carton dans les poubelles grises. Tout ça, c'est des réalités. Hein. Voilà. Oui, Alain. Pour la diminution des apports, il semblerait que, en fait, compte tenu de la conjoncture économique, il y aurait une baisse d'ordures ménagères de l'ordre de 5%. Est-ce que c'est pris en compte, ça, ou pas? Non. Alors, j'ai annoncé effectivement lors de la conférence des maires, je pense qu'il y avait eu, et je pense que c'est très lié à la conjoncture, sur le dernier trimestre, une baisse qui était de l'ordre de 10%, c'était pas 5%, c'était 10% sur l'ensemble du territoire du CIVEDAC, et j'ai pas l'analyse fine pour Normandie-Cabourg-Pays d'Auch, mais je pense qu'on doit être... Oui, là justement, pour Normandie-Cabourg-Pays d'Auch, c'est à peu près 5%. 5%, voilà, donc c'était plus marqué sur d'autres territoires que sur le nôtre. Et en janvier, on vient d'avoir les chiffres de janvier globaux et on est à moins 5% sur la globalité du CIVEDAC. Alors voilà, on est peut-être sur une phase de stagnation et j'allais dire, c'est un peu, faut dire les choses, je pense qu'elle est plus due à la crise économique qu'à un élan vertueux. Oui, tout à fait. Olivier, si tu m'autorises à continuer, je voulais revenir un tout petit peu sur ce que Nadia avait dit, parce que je ne voudrais pas que la présentation de cette évolution budgétaire depuis quelques années soit considérée comme un je m'en foutisme et un laisser-aller des équipes qui s'occupent des OM et en premier lieu du vice-président. Depuis 2016-17, nous avons effectivement des ressources qui sont plates, qui ont stagné, qui n'ont pas augmenté, alors que, et en particulier depuis 2019, nous avons eu la conjonction, mais ça avait commencé avant, nous avons eu la conjonction d'une augmentation des demandes que nous fixait l'État, avec une augmentation de la DGAP, ça a été évoqué, avec une augmentation des services, puisque c'est depuis 2018-2019 que nous devons faire une collecte différenciée des produits sacs jaunes. Je constate aussi que depuis 2019, nous avons une augmentation du prix de nos charges, que ce soit les charges de carburant, que ce soit les charges de matériel, que ce soit les charges de traitement des OM, plus 10 en 2020 au niveau du traitement des OM, et on va encore avoir plus 10 cette année, d'où les plus 20 qu'on retrouve partout. Donc effectivement, on est victime de ce système-là. On avait, je l'ai montré tout à l'heure, en 2019, préparé avec Bénédicte et les services, un projet de service de la gestion des déchets avec 14 actions. Les discussions ont fait qu'il n'y a pas eu de suite validée à ces actions-là, sauf la décision que nous avons prise en matière de traitement des encombrants et de mise en place de la convention avec la ressourcerie, l'Auguste Recycleur et Bâtisseur. Pour le reste, nous avons effectivement subi des augmentations.
je pense que toutes les interventions qui ont eu lieu ici montrent que la priorité est le service. Je pense que même s'il y a encore à améliorer en matière de service, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites vis-à-vis d'un certain nombre de communes, l'augmentation du nombre de colonnes pour les sacs jaunes d'une part, pour le vert d'autre part, colonnes enterrées ou colonnes au sol. Je rappelle que pour les verts, les colonnes au sol, on en a, et que si les services considèrent qu'il faut une moyenne de une colonne pour 250 habitants, on n'en est pas là sur le territoire de Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, et que les communes qui n'ont pas ce taux-là peuvent venir nous demander de mettre des colonnes supplémentaires pour que cette collecte soit faite. Parce que sur les verts, et c'est un des points que je cite en exemple quand Olivier évoque les difficultés et le manque de civisme, on a encore dans les sacs noirs 9 kilos de verre par habitant et par an, ce qui est considérable. Ce qui est considérable, d'autant plus que le verre pèse lourd et brûle très mal. Donc c'est 2 fois du gaspillage. Donc voilà, non, je ne suis pas entreprise privée. J'ai cette chance-là de pouvoir fonctionner dans le cadre de la trésorerie globale de NCPA. Actuellement, on fait le maximum pour rendre le service qui est nécessaire, et j'ai bien entendu que ça n'était pas encore suffisant. On fait quand même ce maximum-là. Il y a des pistes d'amélioration qui sont actuellement en cours, qu'on va continuer à mettre en place. Mais je ne sais pas résoudre l'équation, puisque 85% à peu près des dépenses sont incompressibles, sauf si nos habitants trient mieux. Merci, Monsieur le Président. Simplement quelques petits commentaires. Je suis d'accord avec Lionel. A priori, ça marchait mieux avant que maintenant. Et à l'évidence, nos aînés, nos pères avaient sous-dimensionné la TGAP, ou en tout cas fait de la prospective économique pour voir qu'on allait dans le mur dès le départ. Moi, je suis béotien en la matière et commerçant surtout, et on se projette sur plusieurs années. Là, 2016, NCPA, c'est pas si vieux. Donc, en un mandat, on s'est aperçu qu'on avait sous-dimensionné notre système de collecte. Je réponds à Roland aussi, mon maire de Saint-Jouin. Quand même, tous les gens qui sont Airbnb en vacances ne sont pas des affreux jojo, et il y en a beaucoup qui trient tout autant que les autres. Et puis, rappelez aussi que l'appartement qui est loué en Airbnb, le propriétaire paye une taxe d'ordures ménagères, que l'appartement soit occupé ou pas. Donc, alors, sauf à surtaxer le Airbnb, ce sera pas la solution. Moi, j'en vois une qui va solutionner le problème. Et bien, c'est effectivement qu'on remette les taux comme ils étaient à l'initiale, et donc on aura économisé du coup 500 000 euros. Et la solution peut-être aussi, c'est la récupération en régie municipale du traitement, en tout cas des collectes, puisque, encore une fois, pour rejoindre Lionel, ça marchait mieux avant. Alors, mon cher Géry, je crois que c'est la loi qui prévoit que c'est les communautés de communes qui sont en charge du traitement, de la collecte et du traitement des ordures ménagères, donc le retour en régie municipale. Et je pense vraiment que le retour en régie municipale, là, je peux vous dire, ça va être folklore. Simplement, mais pour dire, on parlait de pistes d'économie, c'est 9,7 kg par habitant, c'est 300 tonnes de verre. 300 tonnes de verre, rien qu'en traitement, je ne vous parle pas de la collecte, c'est 30 000 euros. Voilà. Il y a 30 000 euros qu'on jette par la fenêtre uniquement parce que les gens ne mettent pas les bouteilles en verre
là où elles doivent aller, il les met dans le sac gris. Ça coûte, rien qu'en traitement, sans parler de la collecte, 30 000 euros. Alors, plus d'intervention. Très bien. Alors, enfin, moi, c'est ma responsabilité de président. Je présenterai bien entendu un budget en équilibre, parce que je ne sais pas faire autrement et que la loi ne prévoit pas que je fasse autrement. Hein. Donc, je présenterai pour le moment du budget un budget en équilibre avec un certain nombre de propositions pour faire en sorte effectivement qu'on sorte de cette difficulté. Pas d'autres interventions? Point suivant. Oui. T'as encore de... Ah, il y a Gemapi, pardon, excuse-moi, j'étais parti. Vas-y, non, excuse-moi, Olivier. Bon, cela dit, c'est beaucoup plus rapide et simple quand même, je pense. Mais donc, sur le budget Gemapi, eh bien, donc on a les 800 000 euros qu'on a décidé d'appeler, puisqu'après, je rappelle que c'est la DGFiP qui fixe par des péréquations un petit peu compliquées sur les différents postes comment ça se répartit dans les axes, mais on a appelé 800 000 euros, et donc pour cette année, on aura également 800 000 euros. On n'a pas, sur 2022, dépensé forcément, parce que le démarrage des travaux est toujours quelque chose d'un petit peu long, mais Dieu sait ce qu'il y a à faire dans ce domaine-là, et donc, du coup, le budget est sans grosse difficulté, a priori, pour l'année prochaine et les 2 ou 3 ans après. La seule chose, c'est que maintenant, il y a effectivement 1,5 ETP qui est partagé entre le budget assainissement et le budget Gemapi et qui est refacturé au budget Gemapi. Mais le budget de masse salariale est de 72 000 euros. Il y a aussi un apprenti, mais il n'y a rien de bien particulier à signaler. Ça devrait tourner également en 2023 sans difficulté pour l'instant, tant qu'on n'a pas un grand plan d'investissement éventuellement à lancer après, mais on n'en est pas encore tout à fait là. Les études ont déjà permis de démarrer un certain nombre de choses, mais pas encore suffisamment. Et puis sinon, on a les budgets des zones annexes, dans lesquelles il faut savoir simplement que la zone des Capucines à Ranville, donc le dernier terrain vient d'être vendu, et donc a priori, on va clôturer dans le courant de 2023 cette zone d'activité complètement. À la zone de la vignerie à Dives, il y a 4 promesses de vente qui sont prévues ou en cours. Hein, je ne sais plus s'il y en a certaines qui sont déjà faites ou pas, mais enfin, en tout cas, c'est maintenant, en tout cas, début 2023, pour un montant total de 639 000 euros, ce qui donc devrait permettre ensuite, une fois que les ventes auront été effectives, parce que là, on est qu'au niveau de la promesse, donc il faut que la vente devienne définitive, de clôturer également après ça, parce que ça sera terminé, il n'y aura plus rien. Le lieu Baron à Dezulé, donc les lots 1 et 2, c'est en cours pour des promesses de vente qui sont en train d'être passées. En revanche, il reste encore 2 lots disponibles. Et puis, bien sûr, la question dont on a parlé plusieurs fois de la zone de l'Arbre Martin à Bavans, pour lequel on va lancer donc les études, mais c'est très lié tout ça à l'approbation du PLU de Bavans, et on avait fait donc les manips financières pour que, bien sûr, on n'ait bien que la partie terrain qui va venir dans cette zone, et c'est notre seul espace de respiration pour pouvoir accueillir des entreprises ou des activités dans les prochaines années à cet endroit-là, puisque sinon il reste juste 2 lots à Dozulé, et c'est tout. Le reste, sinon, NCPA n'a plus rien. Et donc, pas d'élément particulier là-dessus. Ensuite, vous avez un élément sur la dette, comme toujours, qu'on passe en revue. Vous avez même le tableau complètement détaillé de toute la dette, mais sachez que ça, c'est en cours et ça ne pose pas de problème particulier. Heureusement qu'on avait pris, ce que j'avais dit tout à l'heure, tous les emprunts nécessaires pour le centre aqualudique dès le démarrage. Et là, on est avec un encours qui est de 31 millions dehors, dont 16 millions pour l'assainissement à la date d'aujourd'hui, et 8 millions pour le centre aqualudique, qui sont nos 2 gros morceaux. Et les intérêts sont de 947 000, avec un
capital amorti chaque année d'1 243 000. Voilà, et vous avez la décroissance de la dette, si bien sûr on n'emprunte plus à partir d'aujourd'hui, sinon il y a quelque chose qui va se rajouter dessus, mais là c'est tout ce qui est prévu et ça devrait... Et il n'y a pas de risque non plus sur les emprunts structurés, on ne voit pas de risque majeur, hein, il n'y a plus vraiment d'emprunts dits toxiques ou autres, et donc a priori tout ça c'est en de bonnes mains et ça ne devrait pas poser de problème particulier. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces derniers éléments-là avant de clôturer ce débat du DOB dont le gros point d'interrogation est évidemment ce qu'on fait pour le budget des déchets. Acte que ce débat d'orientation budgétaire s'est tenu, hein, nous le confirmons. Très bien, et nous passons au point suivant. Alors, l'accueil des usagers de l'aire permanente de Dives-sur-Mer. Donc, simplement, nous avons des travaux et des travaux assez conséquents puisqu'ils vont représenter environ un mois de travail à faire sur l'aire permanente de Dives-sur-Mer. Nous avions essayé de les faire au mois de septembre, mais nous n'étions pas tout à fait dans les clous d'un point de vue réglementaire. Donc là, on a repris les choses à zéro. Et donc, nous avons indiqué aux occupants de cette aire qu'ils avaient le choix, comme zone de repli pendant ce mois-là, soit l'aire de grand passage de Varaville, soit l'aire pour groupes familiaux de Ranville. Donc nous attendons leur réponse. En tout état de cause, le règlement aujourd'hui de ces deux zones ne permet pas normalement l'accueil de ce type de personnes, et donc il faut déroger pour l'une aux groupes familiaux, pour l'autre aux missions évangéliques, et dire que nous acceptons à titre dérogatoire que pendant la durée des travaux sur l'aire permanente de Dives-sur-Mer, les familles résidant habituellement sur cette aire puissent être acceptées d'être déplacées. Et on va amener, puisque là elles ont des toilettes, elles n'en auront pas, on va amener une toilette mobile, soit déplacée sur l'une ou l'autre aire. On est en train de négocier pour savoir sur laquelle des deux ça va se situer. Voilà, pas de questions sur ce sujet qui est relativement... Oui. C'est sur la commune de Varaville, donc je suis le premier concerné, c'est qu'on soit bien au courant des dates et des gens qui vont venir. Et puis comme il y a un gros problème pour les toilettes, parce que pour les missions, il n'y a jamais de toilettes, et puis tous les chemins sont les toilettes des séjours du voyage, là vous allez mettre des toilettes mobiles, oui. Ce serait bien. Et puis réfléchissez si on pouvait en mettre aussi cet été quand il y a les missions, parce que ce serait mieux que de retrouver tout ça dans les chemins. Alors, enfin... Je me permets, ceux qui étaient à Cabalore avec moi le savent, je me permets de te refaire état d'une expérience passée qu'on a eue sur l'aire de Ranville, où nous avions construit, je ne sais plus si c'est 2 ou 4, mais on avait construit 4. On avait construit 4 toilettes avec fosses qu'on devait vider puisqu'il n'y avait pas le... en réalité, bien entendu, on en retrouvait partout à l'extérieur. Et dans les fosses, on retrouvait des batteries, des vélos, enfin tout ce qu'on peut imaginer, à un tel point qu'au bout de 4 ans, on a abattu les toilettes. On a fermé les toilettes. Hein. Voilà, donc je te le dis. Enfin, non, ils avaient tout. Oui, alors sans compter qu'effectivement, ils avaient repris le cuivre, un peu tout ce qu'ils pouvaient alimenter. Mais voilà, on a fermé les toilettes. Donc moi, je veux bien, mais je sais comment ça se passe et je sais qu'ils n'iront pas dedans. C'est pas dans leurs habitudes et dans leurs coutumes. Là, on est. Alors, je t'explique pourquoi. Nous sommes sur un groupe qui sont des groupes quasi sédentarisés, c'est-à-dire que en réalité, ils vivent comme s'ils vivaient en lotissement avec leur caravane, et effectivement, ceux-là, ça rentre dans leurs habitudes de vie. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Très bien, donc je soumets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Plan climat, air, énergie territoriale. Alors, je vais essayer en quelques mots de résumer quelque chose qui nous avait beaucoup occupé
pendant la première partie, enfin la seconde partie du dernier mandat, puisque vous savez que la communauté de communes a été créée au milieu du dernier mandat, donc à partir de 2017. Et donc nous avions été amenés à élaborer, ce qui était obligatoire, un plan climat, air, énergie territorial. Donc, puisque nous étions déjà à l'époque, on nous demandait de coordonner la transition énergétique. Donc nous avons été un des premiers à le lancer, et nous avions fait appel au SDEC, qui a été le maître d'œuvre de cette construction. Patrice Germain était l'élu référent en la matière. Et donc nous avons réfléchi effectivement sur tout ce qui concerne la transition, sur comment les choses pourraient se faire sur notre territoire. Il nous était demandé, bien entendu, déjà d'envisager des énergies renouvelables. Nous avions envisagé, bien entendu, le photovoltaïque, mais nous avions également laissé une part à l'éolien. Dans la réalité, nous avons approuvé, alors je ne sais plus exactement à quelle date, mais on a approuvé en 2019, je crois, ce document. Donc un peu comme un document d'urbanisme, on l'a approuvé. Nous l'avons envoyé aux personnes alors le conseil régional, les services de l'État, enfin, qui doivent donner un avis sur ce document. 2020 est arrivé, on a reçu un certain nombre de remarques par rapport à ce document, et en réalité 2020 est arrivé et on en est resté là, ce qui fait que nous sommes dans un entre-deux où le document existe, il a été arrêté une première fois, il y a eu des remarques, il n'y a pas eu de suite à ces remarques, et on est un peu dans un entre-deux. Et donc l'idée c'était, parce que c'est l'intérêt de tout le monde, de l'achever rapidement, c'est-à-dire de ne pas reprendre depuis le début, parce qu'autrement là on est reparti et on a suffisamment eu, comme vous le disiez souvent, d'études et de projets pour ne pas recommencer encore une fois. Et donc l'idée qui a été retenue, c'était avec l'aide du SDEC, qui avait été le maître d'œuvre, donc de revoir à la marge, parce qu'autrement c'est un nouveau document, les points qui avaient pu changer. Le point principal, c'est le retrait de l'éolien. Alors l'éolien, il était déjà dans la première mouture, on avait indiqué qu'il était sujet à interrogation parce qu'il y avait des questions de radar militaire et de cônes dans lesquels il ne fallait pas intervenir. Là, les choses sont encore plus claires puisque lors du dernier conseil communautaire, nous avons vu la carte de l'éolien telle qu'il était, enfin les zones propices à l'éolien, et nous avons vu qu'il n'y en a pas sur notre territoire, on n'a aucune zone propice, et donc, j'allais dire, il est assez simple et normal de retirer la part d'éolien, et sans doute, c'est ce qu'on a fait, d'augmenter la part du photovoltaïque, puisqu'on a déjà au moins 3 projets de photovoltaïque qui peuvent se déployer sur notre territoire. Par ailleurs, nous apportons des réponses à l'État. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que l'ADREAL a fait un certain nombre de remarques, donc on essaye de les questionner pour savoir finalement si on fait ça, est-ce que ça marche. Bon, on a toujours des réponses un peu évasives, mais voilà. On a essayé d'apporter des réponses aux questions qui étaient posées. Donc, et le nouveau projet de CAET, il fixe de nouveaux objectifs stratégiques. Donc, une production d'énergie renouvelable qui est axée principalement sur le photovoltaïque, une réduction de la consommation énergétique grâce à la rénovation notamment des bâtiments, une plus forte diminution des gaz à effet de serre sur le territoire, industrie, agriculture et séquestration carbone. Donc on a trouvé quelques pistes nouvelles. Et proposer un bilan du PCAET à mi-parcours, c'est-à-dire au bout de 3 ans, qui permettrait sa révision et notamment de remettre à plat les données qui ont été utilisées. Et surtout, c'était de faire, mais ça on l'avait dit lorsqu'on a approuvé le projet de territoire, qu'il y a un lien, c'est-à-dire en réalité les 2 documents se répondent et se complètent entre le PCAET et le document de territoire. Donc on a là aussi ajusté à la marche de manière à
engager cette transition écologique qui est largement prévue dans le projet de territoire. Et donc, il est proposé, alors je vais avant de vous demander s'il y a des questions, mais donc de relancer donc l'avis pour le PCAET en prenant en compte donc les indications que je viens de vous donner. Alors, le principe, hein, c'est que on doit, et c'est surtout donc la DREAL qui avait posé des questions, donc une justification des données utilisées dans la stratégie du PCAET. Un certain nombre interrogeaient la DREAL qui demandait comment on avait trouvé ces chiffres, et donc on leur donne ces réponses. Nous fournissons bien entendu une réponse aux différents avis émis par les personnes associées concernant le projet arrêté en 2019. Une explication des choix stratégiques retenus par l'intercommunalité dans le cadre de la consultation au public. Et donc, ce mémoire viendra s'ajouter en annexe au projet de PCAET, faisant le lien entre le projet initial et celui présenté au Conseil communautaire par la délibération, objet de la présente note de synthèse. Ainsi, le projet de PCAET modifié doit être soumis à l'approbation du Conseil communautaire pour poursuivre l'adoption et l'application de ce dernier. Une fois arrêté par le Conseil communautaire, le projet de PCAET sur l'ensemble du territoire est soumis à une consultation du public, donc pour une durée de 30 jours minimum, en application des dispositions du Code de l'environnement, et à partir de quoi il est applicable. Voilà un petit peu le cheminement et la méthode light que nous avons choisie pour ne pas remettre totalement à plat ce que nous avons mis longtemps déjà à faire, mais simplement l'ajuster au regard de données nouvelles que nous n'avions pas au moment où nous l'avons rédigé, et prendre en compte les avis donnés et apporter des réponses aux questions posées. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, oui, pardon, Alexandre. Au moment où on ressort du débat d'orientation budgétaire, j'ai une question et une remarque. À la toute fin du document, donc c'est le cahier 3 stratégie, il y a beaucoup de phrases qui commencent par Normandie, Cabourg, Pays d'Auge, se fixent les objectifs 2, se fixent les objectifs 2. Mais alors surtout, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le coût d'investissement. Je lis pour ceux qui ne seraient pas allés jusqu'à ces dernières pages du rapport, de 600 et quelques pages. Les actions constituant le scénario cible du PCAET représentent des dépenses d'investissement pour rénover les bâtiments, créer des pistes cyclables, acheter des véhicules alternatifs ou encore réaliser des installations de production d'énergie renouvelable. Le coût d'investissement total du scénario cible s'élève à 518 millions d'euros à réaliser d'ici 2030 et un peu plus de 1,1 milliard d'ici 2050. Alors la question que j'ai là-dessus, c'est quelle est la part que Normandie, Cabourg, Pays d'Auge s'engage à mettre en œuvre pour réaliser le PCAET, et quelle est la part qui reviendra à des initiatives privées, à des constructions, à des rénovations de logements qui ne seront pas la part de NCPA, parce que je ne voudrais pas qu'on mette en péril le budget de la communauté de communes. Alors, je ne sais pas si Patrice là, mais moi j'ai plus le pourcentage exact. Je sais que la très grande partie, 85%, était de l'ordre du privé. Enfin, le jour où on va faire une ferme photovoltaïque, c'est pas nous qui allons mettre en place une ferme photovoltaïque. Qu'il y avait toutes les entreprises, ça concerne toutes les entreprises. Oui, ça concerne toutes les entreprises du secteur, donc tous les travaux que les entreprises vont faire pour améliorer également leur performance, c'est compris dedans. C'est vraiment quelque chose qui était à la fourchette enfin, à la louche, on peut le dire. Nous, on a commencé les pistes cyclables. Tu vois, on a déjà, on va décliner nous les pistes cyclables. C'est combien de millions 12 millions. 12 millions les pistes. Voilà, 11 millions 8 les pistes cyclables.
on est loin des 550. La mobilité, je vais dire, c'est le changement de flotte. Au fur et à mesure que notre flotte va devenir vieillissante, on va changer la flotte pour des véhicules électriques. De toute façon, en 2035, il n'y aura plus le droit d'en acheter d'autres. On n'en produira pas d'autres. Alors, moi, c'est vrai que le document est un peu vieux dans ma tête et je ne sais plus, mais le pourcentage était au moins de 85% pour l'extérieur. Effectivement, le pourcentage était de cet ordre-là. Je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais c'était de cet ordre-là. En tout cas, ce dont je suis absolument certain, c'est qu'il n'y avait pas de subvention prévue par NCPA vers des projets privés. Ils pouvaient bénéficier d'autres subventions de l'État, de la région, du département, etc., mais pas de NCPA. En revanche, NCPA finançait, avec d'éventuelles aides, mais finançait tous les projets concernant ses propres investissements, la rénovation de ses bâtiments, etc., des investissements qu'il avait prévus, y compris éventuellement une ferme photovoltaïque sur l'ancienne décharge de Périer. Juste pour compléter, par exemple, pour le patrimoine et les bâtiments qui nous appartiennent, la commission de Pierre est en train de réfléchir à un plan pluriannuel de remise aux normes et sur les bâtiments qui sont les nôtres, de manière à les rendre le moins énergivores possible. Alors, dans ce chiffre, il doit y avoir aussi celle des communes. Ah oui, non, mais il y a celle des communes, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est les communes, c'est les communes, les entreprises, c'est tout le territoire. C'est pour que le territoire l'ensemble du territoire soit vertueux. Et alors, quelle est l'action de NCPA justement pour tout le reste du territoire? C'est de l'incitation, oui, c'est ça. De la promotion, on était un peu des assembleurs, c'est-à-dire que normalement, on devait faire en sorte. On répondait à une commande de l'État qui souhaite que la communauté de communes élabore ce type de document qui est premièrement de visée lointaine, deuxièmement dans un monde qui bouge beaucoup, et ce qu'on a imaginé il y a 2 ans, on voit bien déjà comment les choses ont évolué, et avec effectivement l'idée de dire si si dans 30 ans tout devait être parfait, voilà combien à peu près ça coûte pour que l'ensemble des communes soient aux normes, pour que l'ensemble des entreprises aient fait les trucs, pour que tous les véhicules du secteur aient été changés et soient en véhicules propres. Voilà, c'est ça ce chiffre-là. Mais donc rien d'engageant pour la communauté de communes. Rien d'engageant. Non. Heureusement. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je soumets à votre vote donc d'abroger la délibération 2019-49, puisque c'était le premier arrêt donc, qui avait été fait le 19 juin 2019, d'arrêter le projet de PCAET tel qu'il a été présenté au regard des documents annexés, diagnostic, stratégie, axe, objectif, plan d'action, évaluation environnementale stratégique et mémoire, de prendre acte que le présent projet sera soumis à la consultation du public et d'habiliter le président à signer tous les documents afférents à cette délibération et engager les procédures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Alors je lis tout de suite, ceux qui étaient dans le précédent mandat se rappellent que voilà, on a eu beaucoup de travail là-dessus. Ceux qui sont arrivés depuis, il faut que vous ayez lu le document pour mesurer ce qui a été engagé. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci beaucoup. Convention de partenariat avec le ZEC Énergie pour la mise en place d'un dispositif d'accompagnement à la décarbonation des déplacements des collectivités. Autorisation de signature du président. Donc le SDEC nous a consultés en nous disant qu'ils étaient prêts à porter une étude avec l'ensemble, et il leur semblait important que l'ensemble des collectivités, des communautés de communes participent à cette étude, de manière à voir dans quelle mesure les flottes appartenant aux collectivités pouvaient être décarbonées, pouvaient être partagées, pouvaient être mieux utilisées, mieux rentabilisées, parfois alors peut-être entre communautés, peut-être avec des entreprises, mais trouver des systèmes pour que les véhicules
polluent moins et servent mieux. La participation qui est demandée est de l'ordre d'un montant de 1 250 € pour toute l'étude. On a voté des sommes plus importantes au cours de cette réunion. Oui. C'est exactement le même principe que pour Soleil 14, à savoir que le coût de l'étude est pris à 50% par le SDEC et les 50% autres sont partagés entre toutes les intercommunalités qui adhèrent, c'est-à-dire toutes les intercommunalités du département. C'est pour ça qu'on arrive à ce chiffre tout faible. Le principe, c'est à terme d'avoir une boîte à outils qui soit un conseil aux collectivités au moment d'acheter un véhicule, c'est-à-dire qu'au moment d'acheter le véhicule, que l'on fasse déjà un petit peu le tour et qu'on voit quel type de véhicule, pour quel usage, est-ce qu'il va être prêté, est-ce qu'il va être resté en fonction de l'usage que l'on en a. Et ensuite, donc, d'accompagner la collectivité, c'est-à-dire que l'objectif, c'est, une fois que ce schéma est fait, de faire en sorte d'être, j'allais dire, du liant pour aider à ce que les véhicules soient mieux utilisés et que l'impact environnemental qu'ils peuvent avoir soit limité au maximum. Pas de questions, pas de remarques? Vous vous abstenez? Oui. Je ne sais pas, vous avez à côté de vous un honorable représentant du SDEC, donc il rapportera ça à sa présidente. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Non, pardon. 3 abstentions. Limite. Dernier point, la convention relative à l'entretien des routes départementales 37C 313A sur le territoire aggloméré de Hérouvillette. Alors, je ne sais pas si il y a quelque chose à dire au niveau de la commune, mais le principe est le même. On a déjà voté ça pour Merville-Francheville, pour Varaville. C'est la répartition des tâches entre le département et la communauté de communes quand il y a des pistes cyclables. La commune, quand elle a des choses à sa charge. Voilà, ça formalise la responsabilité de chacun en la matière. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Des voix contre? Des abstentions? Unanimité. Donc nous entretiendrons ce qui est à notre charge sur le territoire de la commune d'Hérouvillette. Voilà, je vous remercie. On se retrouve au mois de mars pour le vote du budget. Oui. Dans les questions diverses, le réseau chemin, il ne serait plus que 2. À une époque, ils étaient 5, ça commence à faire peu. Il n'y a plus de chef non plus. Enfin bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'en vont à haut et à bas. Alors, le chef est toujours là, ça dépend de qui. Tu parles de Fabrice? Non, comment il s'appelait? Marc? Ah ben oui, non mais voilà, il y a des comme dans toute collectivité. Oui, non mais ça, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Non, il y a d'autres problèmes, je pense. Moi. Et c'est toujours embêtant que toutes les bonnes personnes s'en aillent, quoi. C'est juste une remarque. Voilà. On reçoit 2 candidats demain. C'est magnifique.